Bonjour. Le conte d'aujourd'hui s'intitule La vieille maison. Il y avait dans la rue une vieille maison. Elle avait presque 300 ans. On pouvait le lire sur la poutre où l'année avait été sculptée, en même temps que des tulipes et des tiges de houblon. On y avait inscrit des vers entiers avec l'orthographe de l'ancien temps, et au-dessus de chaque fenêtre, on avait sculpté dans la poutre un visage grimaçant. Chaque étage surplombait largement celui du dessous, et juste au-dessous du toit, il y avait une gouttière de plomb avec une tête de dragon. L'eau de pluie aurait dû sortir de sa gueule, mais elle sortait de son ventre car la gouttière avait un trou. Toutes les autres maisons de la rue étaient neuves et coquettes. Elles avaient des grandes vitres et des murs lisses. On voyait bien qu'elles ne voulaient rien avoir à faire avec la vieille maison. Elle pensait sans doute: combien de temps cette horreur va-t-elle continuer à se donner en spectacle dans cette rue? Et puis la pièce en saillie dépasse tellement que de nos fenêtres, personne ne peut voir ce qui se passe de ce côté-là. L'escalier est aussi large que celui d'un château et aussi haut que celui d'un clocher d'église. La rampe de fer fait penser à la porte d'un vieux monument funéraire. Elle a des boutons de laiton. C'est d'un mauvais goût. Juste en face, de l'autre côté de la rue, il y avait aussi des maisons neuves et coquettes, et elle pensait comme les autres. Mais près de la fenêtre, il y avait un petit garçon aux joues rouges et fraîches, aux yeux clairs et rayonnants, et lui, c'est vraiment la vieille maison qu'il préférait, au soleil comme au clair de lune. Et quand il regardait le mur de l'autre côté, là où la chaux était partie, il y découvrait des images les plus étranges, qui représentaient la rue exactement comme elle avait été autrefois, avec ses escaliers, ses pièces en saillie et ses pignons pointus. Il pouvait voir des soldats avec des hallebardes et des gouttières qui s'enroulaient comme des dragons et des serpents fabuleux. C'était une maison qui valait vraiment la peine qu'on la regarde. Et un vieil homme y habitait qui portait un pantalon de velours, une redingote aux gros boutons de laiton et une perruque dont on voyait bien que c'était une vraie perruque. Tous les matins, un vieux domestique venait chez lui pour faire du ménage et pour faire les courses. À part ça, le vieil homme au pantalon de velours était tout seul dans la vieille maison. De temps à autre, il venait derrière la vitre et regardait dehors, et le petit garçon lui faisait un signe de la tête, et le vieil homme lui rendait son signe de tête, et ils se connaissaient, et ils étaient amis, bien qu'ils ne se soient jamais parlé. Ça n'était d'ailleurs d'aucune espèce d'importance. Le petit garçon entendit ses parents dire: « Le vieil homme d'en face a tout ce qu'il lui faut, mais il est terriblement seul. » Le dimanche suivant, le petit garçon enveloppa quelque chose dans un morceau de papier, descendit au portail, et lorsque l'homme qui faisait les courses passa devant lui, il lui dit: « Écoute, veux-tu remettre ceci de ma part au vieil homme d'en face? J'ai 2 soldats de plomb et en voilà un, c'est pour lui, car je sais qu'il est terriblement seul. » Et le vieux domestique sembla être très content, lui fit un signe de tête et emporta le soldat de plomb dans la vieille maison. Quelqu'un vint ensuite demander si le petit garçon n'avait pas envie de venir lui-même en visite. Ses parents le lui permirent, et il se rendit dans la vieille maison d'en face. Et les boutons de laiton sur la rampe de l'escalier brillaient beaucoup plus fort que d'habitude. On aurait cru qu'ils avaient été astiqués spécialement pour cette visite, et on aurait cru que les joueurs de trompette, car il y avait des joueurs de trompette sculptés sur la porte parmi les tulipes, sonnaient de toute leur force. Leurs joues semblaient être beaucoup plus gonflées qu'avant. Ils sonnaient « Ta-ta-ta, le petit garçon arrive, ta-ta-ta » et la porte s'ouvrit. Tout le vestibule était rempli de portraits, des chevaliers en armure et des dames en robes de soie. Et les armures faisaient du bruit et les robes de soie faisaient du bruit. Il y avait ensuite un escalier, il montait très haut, puis il redescendait un peu et on était sur un balcon, qui était certes très fragile, avec de gros trous et de longues fissures, mais il y poussait de l'herbe et des feuilles, car tout le balcon qui surplombait la cour et le mur était envahi par la verdure. On aurait dit un jardin, mais ce n'était qu'un balcon. Il y avait de vieux pots de fleurs qui avaient des oreilles d'âne et un visage. Les fleurs poussaient comme elles voulaient. Dans un pot, des œillets débordaient de partout, c'est-à-dire leur partie verte, une pousse à côté de l'autre, et on entendait très distinctement: « Le vent a passé doucement la main sur moi, le soleil m'a embrassé et m'a promis une petite fleur pour dimanche, une petite fleur pour dimanche. » Puis ils entrèrent dans une pièce où les murs étaient tapissés de cuir de porc sur lesquels des fleurs dorées étaient imprimées. « La dorure passe, mais le cuir de porc reste, » disaient les murs. Il y avait là de grands fauteuils aux dossiers sculptés, avec des bras des deux côtés. « Assieds-toi, assieds-toi, disait-il. »«
Oh, comme je craque de partout, je vais certainement avoir des rhumatismes, comme la vieille armoire, des rhumatismes dans le dos. Oh. Puis le garçon entra dans la pièce, en saillie, où le vieil homme était assis. « Merci pour le soldat de plomb, mon petit ami, dit le vieil homme, et merci de venir me voir. »« Merci, merci, ou crac, crac, disaient tous les meubles, car on dit toc, toc pour dire merci en danois. Toc, toc, crac, crac. Il y en avait tellement qu'ils s'empêchaient presque les uns les autres de voir le petit garçon. Et au milieu du mur, il y avait un tableau représentant une jolie dame, très jeune, très heureuse, mais habillée tout à fait comme dans l'ancien temps, avec de la poudre dans les cheveux et des habits empesés. Elle ne disait ni merci, ni tac, ni crac, mais regardait en douceur le petit garçon, qui demanda aussitôt au vieil homme « Où l'as-tu » ?« Au bout de la rue, chez le brocanteur, dit le vieil homme, il y a là beaucoup de tableaux. Personne ne les connaît, ni ne s'en soucie, car ces gens sont tous enterrés, comme celle-ci. Je l'ai connue autrefois, et cela fait maintenant un demi-siècle qu'elle est morte. » Et sous le tableau, un bouquet de fleurs séchées était exposé dans un sous-verre. Elle semblait tellement vieille qu'elle devait bien avoir un demi-siècle. Et le balancier de la grande horloge battait dans un sens puis dans l'autre, et l'aiguille tournait, et tout ce qui était dans la pièce vieillissait encore plus sans qu'on s'en rende compte. « À la maison, dit le petit garçon, ils disent que tu es terriblement seule. »« Oh, dit-il, mes vieilles pensées, avec tout ce qu'elles peuvent entraîner derrière elles, viennent me rendre visite, et maintenant te voilà, toi aussi. Je vais très bien, je ne suis pas si seul que cela. » Puis il prit un livre d'images sur l'étagère. Il y avait de longs cortèges, les carrosses les plus étranges comme on n'en voit plus aujourd'hui, des soldats habillés comme des valets de trèfle et des bourgeois bannières au vent. Leurs tailleurs avaient les leurs, ornés d'une paire de ciseaux que tenaient deux lions, et les cordonniers, les leurs, sans bottes, mais avec un aigle à deux têtes, car les cordonniers agencent toujours tout de façon à pouvoir dire « ça fait une paire ». Eh oui, c'était un livre d'images. Puis le vieil homme alla dans l'autre pièce chercher des confitures, des pommes et des noix. On était vraiment très bien dans la vieille maison d'en face. « Je n'y tiens plus, dit le soldat de plomb qui était sur le bahut. On se sent bien seul et bien triste ici. Non, vraiment, quand on a vécu en famille, on ne peut pas s'habituer à cette atmosphère. Je n'y tiens plus. La journée entière est très longue, et la soirée l'est encore plus. Ici, ce n'est pas du tout comme chez toi, où ton père et ta mère se parlaient si gentiment, et où toi, vous tous, les charmants enfants, faisiez un si joli tapage. Oh, comme le vieil homme est seul. Crois-tu que quelqu'un l'embrasse? Crois-tu que quelqu'un le regarde avec douceur, ou qu'il a droit à un arbre de Noël? Il n'aura rien, si ce n'est un monument funéraire. Ah, je n'y tiens plus. Ne prends pas les choses aussi au tragique, dit le petit garçon. Je trouve que c'est bien ici, et toutes ces vieilles pensées, avec tout ce qu'elles peuvent entraîner derrière elles, viennent lui rendre visite. Mais je ne les vois pas, et je ne les connais pas, celles-là, dit le soldat de plomb. Je n'y tiens plus. Il le faut pourtant, dit le petit garçon. Et le vieil homme réapparut, le visage tout réjoui. Il apportait les confitures, les pommes et les noix les plus délicieuses, et le petit garçon ne pensa pas au soldat de plomb. Le petit garçon revint chez lui heureux et content. Et des semaines passèrent, des jours passèrent, et on échangea des signes de tête en direction de la vieille maison, et depuis la vieille maison. Et puis le petit garçon y retourna. Et les joueurs de trompettes sculptés jouèrent. Taratata, voilà le petit garçon, taratata. Et les épées et les armures des portraits des chevaliers firent du bruit, les robes de soie firent du bruit, le cuir de porc par là, et les vieux fauteuils furent pris de rhumatisme. Aïe, c'était exactement comme la première fois, car là-bas en face, les jours et les heures qui se succédaient étaient tous semblables. « Je n'y tiens plus, dit le soldat de plomb, j'ai versé des larmes de plomb. C'est beaucoup trop triste ici. Je préférerais aller à la guerre et perdre mes bras et mes jambes. Ça, au moins, c'est un changement. Je n'y tiens plus. Maintenant, je sais ce que c'est d'avoir la visite de ces vieilles pensées et de tout ce qu'elles peuvent entraîner derrière elles. J'ai eu la visite des miennes, et je te prie de me croire, à la longue, ça n'a rien de plaisant. Pour finir, j'étais presque sur le point de sauter du bahut. Je vous voyais tous dans la maison d'en face, aussi clairement que si vous aviez été ici. C'était l'un de ces dimanches matins, tu sais. Vous tous, les enfants, vous étiez debout devant la table et vous chantiez votre cantique comme vous le faites tous les matins. Vous aviez l'air recueillis, les mains jointes, et votre père et votre mère avaient l'air tout aussi solennels. Puis la porte s'ouvrit et votre petite sœur Marie, qui n'a pas encore 2 ans, et qui danse toujours quand elle entend de la musique ou des chants, quels qu'ils soient, fut introduite dans la pièce. Elle n'aurait pas dû, et elle se mit à danser. Mais elle n'arrivait pas à trouver la mesure, car les notes étaient trop longues, et elle se
tenait tantôt sur une jambe, en penchant complètement la tête en avant, tantôt sur l'autre jambe, en penchant complètement la tête en avant, mais cela ne voulait pas marcher. Vous aviez bien du mal à garder votre sérieux, tous autant que vous étiez. Mais quant à moi, je ris intérieurement, et c'est pour cela que je tombais de la table et que je me fis une bosse et que j'ai encore cette bosse, car c'était pas bien de ma part de rire. Mais tout cela me hante maintenant intérieurement, ainsi que toutes les expériences que j'ai faites. Et ce sont sûrement mes vieilles pensées, avec tout ce qu'elles peuvent entraîner derrière elles. Dis-moi si vous chantez encore le dimanche. Parle-moi un peu de la petite Marie, et dis-moi comment va mon camarade, l'autre soldat de plomb. Tiens, il est certainement heureux, lui, je n'y tiens plus, moi, ici. Tu as été donné en cadeau, dit le petit garçon, il faut que tu restes, tu n'arrives pas à le comprendre. Puis le vieil homme apporta un tiroir dans lequel il y avait beaucoup de choses à voir. Une boîte à craie, un coffret pour des baumes et de vieilles cartes, grandes et dorées comme on n'en voit plus maintenant. Et plusieurs tiroirs furent ouverts, le piano fut ouvert. Il y avait un paysage peint à l'intérieur du couvercle, et le son était rauque quand le vieil homme jouait dessus. Et il fredonna une chanson. Eh oui, celle-là, elle savait la chanter, dit-il, en faisant un signe de tête dans la direction du portrait qu'il avait acheté chez le brocanteur. Et on voyait une lueur claire briller dans les yeux du vieil homme. « Je veux partir à la guerre, je veux partir à la guerre !» cria le soldat plomb le plus fort qu'il put, et il tomba directement sur le plancher. Qu'advint-il de lui? Le vieil homme chercha, le petit garçon chercha, il avait disparu pour de bon. « Oh, je le retrouverai certainement, dit le vieil homme. » Mais il ne le retrouva jamais. Les lames du parquet étaient beaucoup trop espacées et elles avaient beaucoup trop de trous. Le soldat de plomb était passé par une fente et il resta là, comme si son corps avait été exposé dans un caveau ouvert. La journée passa, et le petit garçon revint chez lui. Et la semaine passa, et plusieurs semaines passèrent. Les vitres étaient toutes gelées. Le petit garçon devait souffler sur elles pour faire un trou d'observation et voir jusqu'à la vieille maison où le vent avait accumulé la neige dans toutes les volutes et les inscriptions jusqu'à recouvrir tout l'escalier comme s'il n'y avait eu personne à l'intérieur. Et il n'y avait d'ailleurs personne à l'intérieur. Le vieil homme était mort. Le soir, une voiture s'arrêta dehors et on l'y descendit dans un cercueil. On devait le déposer dans son caveau qui était à la campagne. Il roulait maintenant, mais personne ne suivait car tous ses amis étaient morts. Et le petit garçon lui adressa un baiser du bout des doigts quand le cercueil partit. Quelques jours plus tard, il eut une vente aux enchères dans la vieille maison, et depuis sa fenêtre, le petit garçon vit qu'on emportait les vieux chevaliers et les vieilles dames, les pots de fleurs aux longues oreilles, les vieux fauteuils et les vieilles armoires. Certains objets aboutirent ici, d'autres là. Le portrait de la personne qui avait été trouvée chez le brocanteur revint chez le brocanteur. Il y est toujours, car personne ne la connaissait plus. Personne ne souciait de ce vieux tableau. Au printemps, on détruisit la maison, car c'était une horreur, comme disaient les gens. Depuis la rue, on pouvait voir dans la pièce jusqu'aux tapisseries de cuir de porc qui furent arrachées et déchirées. Et la verdure qui entourait le balcon resta accrochée n'importe comment aux poutres qui étaient en train de tomber, et on finit par tout déblayer. Voilà qui est fait, dirent les maisons voisines. Et on construisit une jolie maison, aux grandes fenêtres et aux murs blancs et lisses, mais sur le devant, là où s'était trouvée la vieille maison, on aménagea un petit jardin, et des pieds de vigne sauvages grimpèrent le long des murs du voisin. Devant le jardin, on mit une grande grille en fer avec un portail en fer, cela faisait cossu. Les gens s'arrêtaient et regardaient à l'intérieur. Et les moineaux s'accrochaient par vingtaines aux branches de la vigne, parlaient tous ensemble, à qui mieux, mais ce n'était pas de la vieille maison qu'ils parlaient, car ils ne pouvaient pas s'en souvenir. Tant d'années s'étaient écoulées. Et le petit garçon était devenu un homme. C'était même un homme capable, qui faisait la joie de ses parents. Et il venait de se marier et d'aménager avec sa femme dans la maison où était le jardin. Et il se tenait à côté d'elle, tandis qu'elle plantait une fleur des champs qu'elle trouvait très jolie. Elle la planta de sa petite main et tapota la terre de ses doigts. Aïe, qu'est-ce que c'était? Elle s'était piquée. Un objet pointu sortait de la terre meuble. Figure-toi que c'était le soldat de plomb, celui qui avait disparu chez le vieil homme, qui avait été remué dans tous les sens parmi les poutres et le gravier, et qui pour finir était resté de nombreuses années dans la terre. La jeune femme essuya alors le soldat, d'abord avec une feuille verte, puis avec son mouchoir fin qui sentait si bon, et le soldat de plomb eut l'impression de reprendre ses esprits après avoir été plongé dans un profond sommeil. « Fais voir, dit le jeune homme en riant et en secouant la tête. « Non, ça ne peut pas être lui. Mais il me rappelle l'histoire d'un soldat de plomb que j'avais quand j'étais petit.
Et il parla à sa femme de la vieille maison et du vieil homme, et du soldat de plomb qu'il lui avait fait remettre parce qu'il était si terriblement seul. Et il raconta les choses exactement comme elles s'étaient passées, si bien que les larmes vinrent aux yeux de la jeune femme à cause de la vieille maison et du vieil homme. Il se peut malgré tout que ce soit le même soldat de plomb, dit-elle. Je vais le garder et me souvenir de tout ce que tu m'as raconté. Mais il faut que tu me montres la tombe du vieil homme. Mais je ne sais pas où elle est, dit-il, et personne ne le sait. Tous ses amis sont morts, personne ne s'est occupé d'elle, et moi, j'étais un petit garçon. Comme il a dû être terriblement seul, dit-elle. Terriblement seul, dit le soldat de plomb, mais c'est tout de même bien de ne pas être oublié. C'est bien, dit une voix tout près de là. C'est bien. Mais personne, mis à part le soldat de plomb, ne vit que c'était un morceau de la tapisserie de cuir de porc. Elle n'avait plus de dorure. Elle faisait penser à de la terre mouillée. Mais elle n'en avait pas moins une opinion, et elle la donna. La dorure passe. La dorure passe. Mais le cuir de porc reste. Mais cela, le soldat de plomb ne le croyait pas. À demain.